Bonjour, chronique BD aujourd'hui, manga, avec le 10e tome de l'édition Deluxe de 20th Century Boys de Naoki Urasawa. En tant que 10e tome de l'édition Deluxe, il rassemble les volumes 19 et 20 de l'édition originelle. Et du coup, c'est l'antépénultième tome de la série. Antépénultième. J'adore ce mot. Ça fait partie des mots qui ont la classe. Il faut toujours employer antépénultième quand on le peut, c'est la classe. Hélas, la série à ce stade ne cesse plus de se dégrader. Jusqu'à présent, 20th Century Boys me faisait l'effet d'une BD très inégale, mais globalement palpitante. Il y avait certes des coups de mou, des moments de décélération un brin pénible, des trames narratives faiblardes et dont on aurait pu se passer. Exemple ultime, Kanna qui fédère la pègre tokyoïde pour sauver le pape à Lombon. Mais régulièrement, la série regagnait en qualité, en faisant la démonstration de ce qu'Urasawa Naoki, et éventuellement son co-scénariste Nagasaki Takashi, pouvait toujours avoir de bonnes idées, de très bonnes idées même, et en se montrant malin, voire petit malin, sur la distance. Mais décidément à ce stade, je trouve que ça ne fonctionne plus vraiment. Le tout début du troisième et dernier arc de la série, dans le tome 8 de Luxe, était suffisamment intrigant pour relancer mon intérêt, mais globalement le tome 9 avait remisé de côté les bonnes idées de son prédécesseur pour se concentrer essentiellement sur les moins intéressantes, en faisant perdre la majeure partie de son âme à son monde d'après Ami, qui, de cadre curieux et intrigant dans ses anachronismes et son complotisme, virait toujours plus à la dystopie lambda. J'avais envie d'en sauver les passages avec Chono Shohei, du moins ceux d'avant le retour de l'apparition de Joe Yabuki, mais c'est le genre de tri que je ne me sens plus d'opérer avec ce tome 10 globalement navrant. Ceci parce qu'Urasawa Naoki, alors même qu'il multiplie les indices, les sentences, quasiment les effets sonores cinématographiques appuyés avec la subtilité d'un Hans Zimmer, laisse entendre que la fin est proche. Mais il délaye en même temps son intrigue bien au-delà du raisonnable, en usant de divers expédients tous moins convaincants que les autres, pour rallonger encore la sauce. Ainsi, bien sûr, d'un vieux gimmick de la série sur les identités enfin révélées, qui affecte ici Joe Yabuki, forcément, et ce alors même que Chono Shohei ne cesse dès le départ de l'appeler Kanji. Ami, bien sûr, en tout début de volume, Manjome insiste, Ami était bien Fukube, mais Fukube est bel et bien mort en 2015, l'ami actuel est donc quelqu'un d'autre, blablabla, ainsi qu'un nouveau personnage en forme de rajout totalement inutile, dit le tueur. Il est appelé ainsi dans la seule présentation des personnages en début de volume. Mais justement, pour rallonger encore la sauce, Urasawa Naoki raboule encore de vieux personnages, oubliés de longue date, et dont le retour n'apporte au fond pas grand-chose, au mieux. Si le cas de Croix-Croix est un peu à part et discutable, car nous l'avions très brièvement recroisé ça et là, que dire ici de Yanbo Maabo, redevenu gros, ou du mangaka Ujiki Tsuneo? Mais cela ne s'arrête pas là. Urasawa Naoki rajoute aussi dans son intrigue de nouveaux personnages qui, objectivement, ne servent à rien. Le cowboy Spade aurait pu avoir un semblant de potentiel, mais en fin de compte, non. Outre qu'il a un peu un côté, je sais plus quoi faire, je vais mettre un cowboy, ça marche toujours les cowboys, sauf que non, ça ne marche pas du tout. Quant au tueur, envahissant par ailleurs dans des flashbacks, il me paraît arrivé bien trop tard dans la série pour que son apparition fasse encore sens. Et les scènes l'impliquant s'éternisent horriblement, comme autant de démonstrations évidentes qu'il ne s'agit plus pour l'auteur que de remplir autant de pages que possible avant de poser le point final de la délivrance. Hélas, il y a encore pire, et c'est que la BD abuse cette fois franchement des procédés d'atermoiement, qui jusqu'alors pouvaient éventuellement avoir quelque chose de ludique, en délayant le suspense tout en interrogeant les codes, mais qui maintenant ne tiennent plus que de l'expédient. On ne compte plus les scènes s'éternisant dans l'indécision, où les personnages font patienter le lecteur une dizaine de planches pour enfin dire ce qu'ils auraient pu et dû dire dès la première case de la première planche. Quand bien sûr ils ne relèguent pas la révélation, avec beaucoup de guillemets, à une scène ultérieure qui s'éternisera tout autant. Et il y a quelque chose que j'ai trouvé particulièrement agaçant, à moins que ce ne soit de la parano de ma part. C'est l'impression que Urasawa Naoki est parfaitement conscient de tout cela, et non seulement l'assume, mais s'en délecte d'une certaine manière. En fait, c'était une impression que j'avais déjà eue auparavant, mais dans une perspective de jeu sur le code du thriller, qui était avant tout complicité avec le lecteur, lequel pouvait donc s'en délecter lui aussi. En fait, c'est sans doute une dimension importante de la BD, que j'avais eu l'occasion d'évoquer dans plusieurs de mes comptes rendus des tomes précédents. Mais cette fois, non. Ne reste plus l'impression que d'un auteur qui se fout de la gueule de ses lecteurs, ou du moins puis-je difficilement l'envisager autrement.
En fait, cela ressort directement de certaines répliques, car assez nombreuses sont celles dans cet antépénultième tome qui laissent envisager la fin prochaine de la BD. Sans surprise, j'imagine. Quand Dieu, au début du bouquin, donc du volume 19 originel, assène que la fin est proche, et contredit dramatiquement ses dons de préscience en avouant « je ne sais absolument pas comment ça va finir », admettons, il est dans son rôle, au niveau du récit et au niveau du méta-récit. Mais j'ai trouvé autrement révélateur cet aveu de la part de Manjome, plus tôt encore, au tout début du volume, c'est devenu n'importe quoi. Et c'est bien mon avis. Je crois même que d'autres répliques vont dans ce sens que je n'ai pas relevé tant je m'ennuyais. Bon, jusqu'à présent, je suis resté à vol d'oiseau, c'est peut-être un peu abstrait. Je vais tâcher de donner quelques éléments plus concrets au regard du contenu de cet antépénultième tome, en évitant autant que possible les spoilers, vous n'avez a priori pas à vous en faire. On peut rassembler les différents éléments contenus dans ce tome 10 de luxe en deux trames parallèles, mais cela ne vaut en fait que pour le volume 19 originel, qui alterne effectivement une intrigue centrée sur Joe Yabuki, à la frontière séparant le Tohoku du Kanto, et une autre essentiellement tokyoïte centrée sur la résistance anti-Ami, incluant Kanna, la reine des glaces, ses oncles et sa tante de la bande Akenji, et enfin, mais dans le tome 20 originel surtout, sa mère, la sainte mère, Kiriko. Le volume 20 original, à quelques très rares planches près, laisse de côté Joe Yabuki pour se focaliser sur la résistance. Mais commençons donc par Joe Yabuki, c'est-à-dire, oui, ce bon vieux Kenji, surprise, surprise. Les événements l'impliquant se déroulent dans un milieu assez restreint, la frontière hautement sécurisée séparant le Tohoku, la région du nord-est du Japon où se trouve pour l'heure Joe Yabuki, et le Kanto, la plaine de la région de Tokyo. Le récit appuie lourdement sur cette thématique de la frontière en y injectant de force et sans grande pertinence une vague dimension western, surtout donc au travers du personnage de cowboy qu'est Spade. Mais ça ne fonctionne guère. Mais en fait, on peut en dire tout autant d'à peu près tous les autres aspects de cette intrigue, ainsi notamment de ses très pénibles dissertations sur l'art qui peut ou pas changer le monde. C'est une dimension qui était latente depuis un bon moment dans la série, à vrai dire depuis les toutes premières pages du tout premier tome, constatant l'échec du rock à changer le monde. Et c'était intéressant alors, très intéressant même. Mais ce thème avait sans doute perdu en impact en devenant plus concret dans le tome précédent, surtout avec la chanson de Kenji. Hélas, cela se vérifie là encore, mais d'autant plus que s'y ajoute, sur un mode pas moins navrant, une seconde variation reposant sur l'art du mangaka Ujiki Tsuneo, à peine croisé durant le deuxième arc de la série où il était un des voisins de Kanna, dans l'immeuble connu pour avoir été habité par Tezuka Osamu. Le bonhomme, à la requête insistante de Joe Yabuki, conçoit des faux papiers censés permettre de franchir la frontière, mais en sachant que la moindre imprécision se solde par la mort du voyageur, et des centaines y sont déjà passées, ce qui terrifie à bon droit notre dessinateur, incapable de porter le poids d'une responsabilité pareille. Ok, admettons. Il y a un certain potentiel de pathos correct dans cette sous-intrigue, c'est vrai. Mais au fond, le sentencieux Joe Yabuki, l'improbabilité totale de la grande invasion envisagée et enfin la très mauvaise idée du château contribuent dans une égale mesure à s'aborder toute pertinence éventuelle dans ce propos. Mais la plus mauvaise idée de cette intrigue est pourtant ailleurs, dans ce château donc qui est largement une pure façade, ce n'est certes pas la première fois dans la série, sur la frontière, et dont le seigneur est cet inutile tueur que j'ai déjà évoqué plus haut, lequel entretenait une certaine relation avec Kenji il y a longtemps, et avec Ami depuis. Sauf que ces divers développements ne sont vraiment pas convaincants. S'il est un aspect dans cette sous-intrigue qui donne l'impression que l'auteur délaye horriblement et fait dans l'atermoiement lourdingue, c'est sans doute ici qu'on le trouvera. Encore que Spade... Bon, sans surprise, sur des bases aussi fragiles, voire d'ores et déjà pourries, autant le dire, la confrontation entre Kenji et le tueur ne fonctionne pas, mais au point où ça en devient presque ridicule dans son inefficacité, presque douloureux même. Un sentiment très gênant qui contribue, et pas qu'un peu, à faire décrocher le lecteur. Enfin, non, le nébal. En juger par des chroniques lues ça et là sur le web, il y a des fans. Bon, mais vous l'aurez compris, à quelques très rares moments qui sont autant de respirations de plus en plus désespérées, cette sous-intrigue ne fonctionne absolument pas à mes yeux. Hélas, l'autre sous-intrigue, enfin, dans le volume 19 originel, car dans le 20e il n'y a pas d'alternance de la sorte, et ce récit occupe donc seul les planches dans leur quasi-totalité, ne convainc pas davantage. En fait, dans le volume 19 originel, Urasawa Naoki attermoie tellement qu'il y a peu ou prou rien à en retenir et à en rapporter.
Manjome confirme donc qu'Ami maintenant n'est plus Fukube, tandis que Dieu, dans son bowling, délire sur Koizumi et lâche qu'il voit arriver un truc énorme. Nous n'y reviendrons pas de tout ce 10e tome de luxe. Reste quoi? Les résistants qui papotent dans le vide, et Kanna qui fait sa mauvaise tête surtout. Incroyable révélation à la fin de ce volume, Kanna veut tuer Ami. Surprenant, hein? On n'était pas du tout au courant. Le volume 20 originel, sur ses bases, s'appuie aussi, mais sans développer outre mesure, sur le prochain coup fourré d'Ami, prendre prétexte d'une soi-disant invasion extraterrestre, ce que l'on savait depuis 2 tomes au moins, mais en y rajoutant tout juste une pseudo-soucoupe volante, seul véritable ajout du présent tome, pour parachever l'extermination de l'humanité, et censément migrer sur Mars. Ouais. En attendant, eh bien, la résistance attend, justement, en papotant, tête basse et larmes au coin de l'œil sur sa rude tâche. Là encore, guerre d'apport de toute façon. Kanna est suicidaire, on le sait. Ocho, qui n'est décidément plus guerre shogun, pas plus mal, déprime toujours un peu plus à son tour. Yoshitsune abandonne de nouveau les connotations associées à son nom héroïque et pleure parce qu'il n'est pas fait pour commander. C'est peut-être Yukiji qui s'en tire le moins mal. À la voir à la tête d'un dojo où elle fait la démonstration, mais sans orgueil, de ses capacités martiales, elle donne presque la très vague illusion de redevenir un vrai personnage de la série. Je maintiens qu'elle est un des plus navrants gâchis de la tournure prise par la BD, sur des bases pourtant très enthousiasmantes, l'autre grand gâchis étant un autre personnage féminin, bien sûr, Kanna, si cool dans les premiers épisodes où elle était apparue. Nous avons déjà lu tout cela, et il est bien temps de passer à autre chose. Mais sur les 400 pages du présent volume, l'injonction de passer à l'acte, qui figure dès les premières planches, ne génère absolument rien allant dans ce sens jusqu'à la fin. Et ce, sans que cet atermoiement produise le moindre effet positif, ce qui n'était bien sûr pas à exclure de manière générale. Enfin, les parasitages dus à divers personnages inutilement repris sur le tard, comme surtout Yonbo Mahabo, n'arrangent absolument rien à l'affaire, et c'est d'un ennui mortel. Tout au plus peut-on sauver, si l'on est bon prince, une vague sous-trame, distincte donc de celle du Joyabuki dans le volume 19 originel, et beaucoup plus liée au cœur de l'axe du papotage du volume 20 originel, qui conduit Maruo, notre bon gros, à retrouver, pour le coup bien trop facilement d'ailleurs, Kiriko, la mère de Kanna, la sœur de Kenji, la sainte mère écrasée par le poids de sa responsabilité dans la mise au point du virus d'Ami, la Godzilla virologue quoi, qui est sous la protection de Croix-Croix revenu d'Amérique dans son empire des grenouilles vaguement autonome. Ouais. Pour le coup, cependant, ce qui s'avère le plus convaincant, très relativement, dans cette sous-intrigue, ce sont les flashbacks insistant sur le sentiment de culpabilité de Croix-Croix également, pour n'avoir pas répondu le 31 décembre 2000 à l'appel de Kenji, à moins que ça n'ait été celui d'Ami. J'en retiens surtout la thématique de l'adultère, guère développée, mais qui confère au personnage un semblant d'humanité. Or, malgré le pathos à la louche dans toutes les autres planches de ce tome 10 de luxe, c'est sans doute là le seul moment où j'ai ressenti quelque chose pour un personnage de la BD. Jusqu'à présent, même si nombre d'aspects de la série me paraissaient critiquables, voire plus que cela, j'y trouvais cependant à peu près toujours de quoi poursuivre, ne serait-ce que par curiosité, mais une curiosité adroitement titillée par de vraies bonnes idées, car la BD n'en manquait pas. Je crois que ce n'est plus le cas maintenant. Après un tome 9 qui m'avait déjà paru exceptionnellement faible, ce tome 10 est encore moins bon et me fait craindre la suite des opérations. Je ne suis pas certain d'être toujours curieux de savoir comment tout ça se finira. Reste 2 tomes donc, et je ne sais pas si je les lirai. C'est possible malgré tout, mais d'une manière assez mécanique, disons. Et c'est tout de même vraiment dommage. Mais oui, je redoute d'avoir atteint comme un seuil de saturation. Le dessin toujours aussi fluide et expressif d'Urasawa Naoki, irréprochable et même mieux que ça, ne parvient pas à compenser les faiblesses d'un scénario qui, à force de bifurcation, semble s'être perdu en route, au point où le ramener sur la bonne voie s'annonce au mieux une tâche très difficile, plus probablement impossible. Et, surtout peut-être, le jeu sur les codes des thrillers, à force d'excès, ne fonctionne tout simplement plus. C'est dommage, vraiment dommage.